Bienvenue à tous. Notre planète idéale de cette semaine est une planète respectueuse des écosystèmes. Le développement durable l'impose et le mieux-être des générations présentes et futures en dépend. Nous sommes tenus de protéger et défendre la nature, notre environnement et pour cause, nous en tirons grand profit. Des avantages connus sous le vocable de services écosystémiques. Les services écosystémiques pour le développement durable, c'est le thème de ce numéro et nous en parlons avec Dr Pati Komla-Agué. Vous êtes expert en développement durable, enseignant aux universités du Togo. Vous êtes coordonnateur de l'ONG COSOL PG, coopérative de solidarité Partenaire Group. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Kpatima, et bonjour aux téléspectateurs de Network TV. Nous allons commencer par une question toute scolaire. Service écosystémique, développement durable, on en parle. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est vrai que ce sont des thèmes que nous rencontrons de plus en plus souvent, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des acteurs publics. Mais quand nous parlons de services écosystémiques, disons brièvement que ce sont les services que la nature, dans sa globalité, que ce soit les végétaux, les océans et autres, la nature fournit à l'humain. Donc ce sont l'ensemble des services, que ce soit les services de protection, que ce soit les aliments, que ce soit dans le domaine sanitaire, ce sont l'ensemble des services que les humains tirent de la nature. Bon, développement durable, tout le monde en parle. Disons que la commission qui l'a défini en 87 parlait d'un développement qui satisfasse les besoins des populations présentes, des humains à l'instant T et qui protège la capacité des générations futures également à satisfaire leurs besoins. Donc c'était surtout par rapport à un certain nombre de dégradations constatées au niveau de la nature que ces concepts ont émergé. Et depuis 87, depuis le sommet de Rio, on a eu à faire tout un cheminement. Aujourd'hui, c'est devenu le leitmotiv des organisations internationales, c'est devenu la préoccupation de tout le monde, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, la société civile, tout le monde aujourd'hui a une conscience quand même qu'il faut un développement respectueux de la nature, respectueux de l'avenir des êtres vivants. Alors, ce qui nous préoccupe particulièrement dans cette émission, ce sont les services écosystémiques dont vous parlez. En quoi sont-ils utiles pour le développement durable ? Quand on parle de développement durable, en fait, il y a trois concepts clés qui reviennent souvent. Les questions environnementales, la question de l'économie et également les questions sociales. Mais quand vous prenez la nature, dans sa globalité, vous prenez le domaine agricole par exemple, vous allez constater que l'agriculture qui est la plus développée au Togo est basée sur la pluviométrie, c'est-à-dire l'offre de pluie que la nature offre à nos agriculteurs. Le taux de pluviométrie qu'on constate, c'est ça qui nous permet d'avoir des aliments chaque année, mais parfois nous ne nous en rendons pas vraiment compte. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler service écosystémique. Donc, avec les changements climatiques aujourd'hui, avec les perturbations qu'on constate au niveau de l'atmosphère, au niveau de la nature, il est impératif quand même d'adopter des mesures pour protéger ces services que la nature nous offre. L'air ambiant, nous respirons tous les êtres vivants respirent, vous et moi, monsieur, madame, tout le monde respire. Donc la qualité de l'air est devenue une préoccupation. La mer, avec ce qu'elle nous offre comme ressources halieutiques et tout, a besoin également d'être protégée. La nappe phréatique, l'eau que nous buvons, ce sont des services que la nature nous offre. Maintenant, il y a d'autres services comme les plantes médicinales que nous arrivons également à avoir de la nature. Donc tous ces services-là aujourd'hui sont menacés par les pratiques surtout humaines, par notre incapacité parfois à adopter des mesures de production qui sont respectueuses de la survie d'un certain nombre d'êtres vivants, ou bien par des systèmes d'exploitation qui ménagent la conservation de la biodiversité. Donc aujourd'hui, quand on parle de
services écosystémiques et développement durable, c'est trouver les voies et moyens pour que la nature continue par fournir ces services-là et que le développement dont on parle puisse servir également pour les générations qui vont venir. Donc, alors, sous cette coupole de services écosystémiques, on parle souvent d'approvisionnement, dont vous avez parlé, la régulation, le soutien, et puis des services culturels aussi. Qu'est-ce qu'on y met concrètement? Quand on parle de services culturels, vous savez, c'est parfois notre capacité à régénérer nos émotions dans la nature. C'est parfois aussi nos rites ancestraux. Si vous prenez toutes nos religions traditionnelles, elles sont fortement ancrées sur des principes naturels. Ceux qui s'y connaissent vont vous dire qu'il y a la terre, l'air, l'eau, le feu qui constituent les bases de ces religions-là. Et je vous dirais qu'un certain nombre de pratiques sont basées sur la connaissance, les connaissances endogènes, les connaissances ancestrales de l'utilité de certaines plantes. Donc ce sont ces ensembles-là qu'on met dans les services culturels et qu'il faudrait protéger également. Les services écosystémiques pour le développement durable, Dr Agué, je vous propose cet élément qui en dit plus. Les services écosystémiques sont les bénéfices fournis par la nature aux humains. Ils font partie de nos vies quotidiennes et sont la base de notre bien-être. Malgré cela, beaucoup d'entre nous ne se rendent pas compte de leur importance. Il s'agit par exemple des apports dans le domaine alimentaire et nutritionnel, la régulation de la qualité de l'eau et de l'air, la protection contre les inondations. De plus, la nature offre un cadre de détente et de ressourcement pour l'homme tout en lui permettant d'y construire ses lieux de culte. Au niveau de la réserve de biosphère transfrontière du Mono, située au sud du Bénin et du Togo, deux pays de l'Afrique de l'Ouest, des efforts sont en cours pour la prise en compte des services écosystémiques dans la planification du développement durable. La récolte du miel avec du feu est aussi interdite. De manière concrète, les habitants de cette zone profitent de la nature, par exemple, pour la fertilisation de leurs champs, l'amélioration de leur nutrition. Engrais chimique que 2000 a awani gbo kekenemi. Tami dona mukuna. Dayin gboji. Acho na ndudu ayin gbo la tro gbo agbenemi. Na le fa blia la odo nyire. Na le va wo blima na le da kpla. Na le kpea la ba fifie o yi wo kploku de boji ba dena. En ce qui concerne l'alimentation, il y a diverses plantes qui peuvent fournir des nutriments essentiels à la santé humaine. Selon plusieurs rapports de recherche scientifique, on trouve dans les feuilles et les fruits du baobab beaucoup de fer qui facilite la production du sang. Ils sont également riches en vitamine C, en calcium et en magnésium. Dans la réserve de biosphère du Mono, on trouve également une dizaine de forêts sacrées qui sont célèbres pour les lieux de culte traditionnels qu'elles abritent. Pour les prêtres de ces cultes, la forêt joue un rôle capital pour la survie de leurs croyances et le bien-être des populations. Outre ses vertus sociales, la forêt procure également aux populations des plantes médicinales qui sont bénéfiques pour la santé. Certaines maladies comme le paludisme sont traitées par la combinaison de plusieurs plantes. Le limon, après enquête auprès de nos populations, certains utilisent le décocté, c'est-à-dire qu'ils prennent la racine sèche, qu'ils mettent au feu, mettent à ébullition. Pendant un certain temps, c'est le décocté.
Et après, lorsque ça se refroidit, c'est pris pour traiter le palu. D'autres utilisent carrément l'infusé parce que lorsqu'on fait le décocté, on a plus de substances actives, on dose vraiment pas, il faut faire attention à cela. Alors l'infusé permet de sortir quand même lentement les principes actifs, c'est assez léger, ça traite également le palu. Les régions sud du Bénin et du Togo sont régulièrement soumises à des inondations à cause de leur basse altitude par rapport au niveau de la mer. Cette situation est aggravée par l'envasement des cours d'eau dû à l'érosion de leurs berges. Cependant, les reboisements de mangroves effectués dans la réserve de biosphère du Mono permettent de limiter l'impact de ce phénomène pour certains habitants. En effet, les mangroves permettent de par leurs racines de stabiliser les berges des cours d'eau et évitent leur érosion ainsi que l'ensablement des fleuves. De plus, les forêts humides peuvent agir comme bassins de rétention d'eau et régulent le débit d'eau. Elles constituent des zones tampons entre les fleuves et les infrastructures nationales. Donc, ce ne sont pas juste les habitants des villages qui profitent des bénéfices liés à la protection contre les inondations. Les autorités territoriales aussi peuvent bénéficier d'une réduction des coûts pour la reconstruction des infrastructures comme les routes ou les ponts. À Airoichi, dans la commune d'Atiémé au Bénin, les crues du Mono ont plusieurs fois emporté la piste d'accès et ses balises. On a déplacé la piste à ce niveau 4 fois de suite. Donc les balises, donc la troisième fois, même les balises qui sont érigées le long du fleuve sont déjà tombées actuellement dans le lit du fleuve et nous avons dû déplacer une 4e fois la piste. Donc un problème d'environnement se pose réellement à ce niveau et nous pensons que si nous devons entendre les investissements lourds de l'État central, nous risquons d'être chassés par le fleuve. Et c'est pour cela que la réponse qui est préconisée à ce niveau, c'est de mettre des palétuviers pour essayer de freiner donc l'érosion. Avec ces nouvelles orientations du conseil communal, la commune d'Atiémé pourra poursuivre la construction de nouvelles salles de classe pour les enfants au lieu de refaire à chaque fois de nouvelles pistes en latérite. Les services écosystémiques constituent donc un facteur essentiel du développement durable, tant au niveau communautaire que national et pour tous les secteurs. Leur prise en compte dans la planification du développement est essentielle pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Docteur Agué, une dizaine de services écosystémiques comme on vient de le suivre dans cet élément, les populations ont beaucoup à y gagner. Oui, effectivement, dans l'élément qui est passé, nous avons remarqué qu'il y a eu les services d'approvisionnement, l'alimentation, sur le plan de la santé également, il y a eu des services fournis par la nature, par la forêt, aux humains, les services de protection contre les inondations avec les mangroves qui arrivent à retenir la terre pour éviter que les eaux puissent emporter les habitats, mais qui permettent également la reproduction d'un certain nombre d'espèces de poissons, donc qui permettent également l'approvisionnement pour les populations. On a remarqué également que même pour les collectivités locales, avec les mangroves, on peut assurer la protection des berges, des fleuves et réduire les coûts d'investissement dans les infrastructures de protection et autres, surtout au niveau des zones où nous avons des cours d'eau, comme à Atiémé, comme dans le bassin du Mono. Donc, aujourd'hui, prendre soin de la fourniture des services écosystémiques aux populations, aux collectivités est devenu un impératif pour tous, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit pour les décideurs. Donc, je crois que c'est assez édifiant comme élément et nous devons tous
en prendre conscience et œuvrer à cela. Et un élément important qu'on a observé, c'est le rôle que jouent ces espèces végétales, les palétuviers. Qu'est-ce qu'on en entend exactement? Vous savez, les palétuviers ont un rôle fondamental. Ils sont d'abord situés en zone humide saumâtre. Donc, ils permettent l'épuration de l'air. Ils arrivent à capter le CO2 dans l'atmosphère. Donc, tout ce que nous utilisons comme polluants, les véhicules, les motos et autres, les palétuviers nous aident à réguler la qualité de l'air. Ça, c'est déjà un rôle fondamental à notre propre survie. Ensuite, au niveau des cours d'eau, ils arrivent à nettoyer les bassins fluviaux et également à fournir des frayères pour la reproduction des poissons, pour également l'épuration des cours d'eau, à la fourniture en oxygène et autres. Donc ce sont des fonctions fondamentales même à la survie des êtres vivants dans les zones humides. Et aujourd'hui, malheureusement, au Togo, on a constaté une baisse assez drastique de ces palétuviers-là. Aujourd'hui, c'est seulement tout au long du chenal de Gbaga et dans le bassin sud-est du Mono que vous constatez encore l'existence de ces palétuviers, alors qu'on en avait même ici à Lomé, dans la zone portuaire, il y avait des palétuviers, mais le mode de développement que nous avons choisi. Nous allons revenir plus en détail sur ces éléments. Le temps de suivre une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Les services écosystémiques pour le développement durable, seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec Dr Agué. Docteur, aujourd'hui, tous les pays sont engagés dans un processus de développement durable. Quel regard vous portez sur l'engagement d'un pays comme le Togo où vous êtes particulièrement engagé? Il faut féliciter quand même le Togo pour les efforts consentis dans ce processus-là. Le Togo s'est porté volontaire, d'abord pour les consultations au niveau international, pour l'élaboration des objectifs de développement durable. Il y a pas mal de travail qui a été fait au niveau de la formulation des politiques publiques, au niveau de ces consultations-là. Le Togo a été retenu par les Nations Unies comme pays pilote pour les objectifs, pour l'expérimentation des objectifs de développement durable. Et le système actuel de planification, même au Togo, est entièrement orienté sur l'atteinte des ODD. Donc, une fois dit, nous constatons qu'au niveau quand même de la formulation des politiques publiques, il y a eu pas mal d'avancées, ce qui est une bonne chose. Mais cela ne se peut se faire sans un certain nombre de défis et d'enjeux pour le Togo. D'abord, les défis, c'est qu'on ait les compétences et les structures adéquates pour pouvoir mettre en œuvre ces ODD. Et au niveau des enjeux, il y a toute la question de la mobilisation des ressources, tant sur le plan technique, mais surtout financier, parce que les ODD, c'est quand même 17 objectifs, c'est également plus d'une centaine d'indicateurs à satisfaire. Si le Togo doit, d'ici 2030, les atteindre, il faudrait quand même qu'on ait pas mal de ressources financières à mettre à contribution pour pouvoir y arriver. Et l'autre défi, c'est amener les populations à se les approprier. Vous êtes très régulièrement en contact avec ces populations. Comment mesurez-vous leur part de contribution? Oui, au fait, au niveau de l'ONG COSOL PG, il faudrait reconnaître quand même qu'on a fait beaucoup de travail à la base, beaucoup de travail au sein des collectivités. Les amener à atteindre les ODD, c'est d'abord une question de conscientisation, c'est de leur porter l'information, travailler avec eux à travers des concertations régulières pour les amener à comprendre les enjeux qui tournent autour de l'atteinte de ces objectifs-là, et même pour le mieux-être, parce que quand on parle d'atteinte des objectifs, c'est également que ces populations-là aient de meilleures conditions de vie et vivent dans un environnement sain. Donc, c'est là les amener également à adopter des pratiques de production sur le plan économique qui soient respectueuses de l'environnement. Donc, heureusement, dans les localités où nous intervenons, nous avons eu la chance d'avoir l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers tels que la GIZ, la coopération française,
et également le PNUD, qui nous ont permis quand même d'amener ces populations-là à avoir des systèmes de gouvernance qui allient respect de la nature, respect de l'environnement et satisfaction des besoins humains, et avoir des pratiques culturelles également, comme l'agriculture biologique, en utilisant des composts, en utilisant des plantes comme le mukuna et autres là, comme fertilisants. Et également en ayant des systèmes de transformation, puisque les économies au niveau local sont essentiellement des économies agricoles. Donc, c'est un système de transformation qui utilise le moins possible de ressources de bois, d'énergie, donc en ayant des pratiques plus saines et plus conservatrices de l'environnement et moins polluantes également. L'équation à résoudre dans le cadre du développement durable, c'est comment satisfaire aux besoins de développement et les exigences justement liées à la protection de l'environnement. Quelle place pour les services écosystémiques dans le processus de planification? Oui, aujourd'hui, nous sommes à un grand tournant de l'histoire de la planification au Togo. Il faudrait remarquer que les enjeux que nous rencontrons aujourd'hui n'ont pas été des enjeux du passé. Même si ça existait, ce n'était pas avec une telle ampleur. Aujourd'hui, le planificateur doit tenir compte, même dans la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, de la manière dont il doit s'y prendre pour pouvoir préserver les services écosystémiques, les services que la nature offre à l'humain et que l'humain, d'aucune autre manière, ne peut avoir. Donc, si nous prenons par exemple la construction d'un certain nombre d'infrastructures, comme dans le cas de la commune d'Atiémé, c'est que la commune d'Atiémé aujourd'hui au Bénin a opté pour la mise en place d'une ceinture de palétuviers tout au long des rives du Mono qui longe la commune pour pouvoir préserver les pistes rurales qui sont construites en amont de ces palétuviers-là. Il y a eu beaucoup de déboisement au niveau d'Atiémé et ils ont eu à mettre en place des pistes rurales qui ont été emportées par le Mono 3 fois. Donc ils ont finalement compris que s'ils avaient laissé les palétuviers, ils auraient joué leur rôle tampon entre les crues du Mono et le maintien de la route. Et ça aurait sauvé pas mal de finances pour cette commune du Bénin. Donc je crois que ce sont ces enjeux-là qui concernent également le planificateur togolais aujourd'hui. Et vous avez parlé notamment de ces palétuviers qui ont été détruits dans la zone portuaire pour la construction des infrastructures. Un constat général lorsqu'on érige ces édifices? Oui, il faudrait qu'on remercie quand même les sociétés de la zone portuaire qui, avec les recommandations de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ont veillé à reboiser ces palétuviers ailleurs. Mais c'est un premier pas, mais il faudrait que ces sociétés-là aillent plus loin en renforçant ce couvert végétal-là parce que nous pensons que déjà l'existant n'était pas suffisant. Donc en les déplaçant, il faudrait renforcer pour qu'on ait un bon couvert végétal et également en appuyant les populations riveraines des nouveaux milieux où ces palétuviers sont implantés pour qu'elles ne procèdent pas à la coupe de ces palétuviers-là en faisant un suivi systématique, en les appuyant dans des activités économiques pour que ces palétuviers-là puissent vivre le plus longtemps possible et permettre le développement de l'écotourisme, par exemple, et jouent leur rôle de régulation de l'atmosphère. Alors, quand on se présente devant ces populations pour leur parler de ces mesures écosystémiques, de ces services écosystémiques, la question qui leur vient, c'est quelles mesures alternatives? Que leur dites-vous dans ce cas? Oui, quelles mesures alternatives? D'abord, il faudrait leur faire comprendre que si nous utilisons au niveau de l'agriculture, par exemple, les pesticides plutôt et les engrais chimiques, ça nuit à notre santé. Nous avons un certain nombre de pathologies qu'il faudrait renseigner un peu plus aujourd'hui, comme le cancer et autres, qu'on remarque de plus en plus souvent, pas juste par observation. Donc il faudrait qu'on ait des pratiques culturelles plus saines, qui nous permettent quand même de survivre nous-mêmes d'abord. Donc au lieu d'aller chercher des engrais chimiques,
On aurait pu opter pour l'utilisation de plantes fertilisantes comme le mukuna, ou bien des composts, ou bien d'autres engrais organiques qui permettent quand même de maintenir la vie sur Terre et de nous permettre d'avoir une bonne santé. Il y a des études au niveau de l'Université de Lomé qui ont permis quand même de montrer que certains pesticides n'arrivent pas à être éliminés dans la chaîne alimentaire et reviennent dans nos assiettes malgré la cuisson et autres là. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on puisse prendre compte qu'on puisse avoir une bonne conscience de ces enjeux-là et avoir des pratiques plus saines. Et c'est ce que nous leur expliquons avec des exemples à l'appui, parce que rien ne vaut les preuves palpables. Et je crois que de plus en plus, il y a une grande conscience auprès des populations par rapport à cela. Il y a certaines personnes qui n'achèteraient plus certains légumes s'il n'y a pas des chenilles qui ont rongé en partie et autres, tout simplement parce que les gens la preuve que ces légumes sont bio. Voilà, la preuve plutôt que ces légumes sont biologiques et que si les chenilles peuvent les consommer, donc ça voudrait dire que l'humain aussi ne risque pas grand-chose. Je vous donne un exemple, docteur Agué, des secteurs comme l'agriculture dont vous parlez, l'élevage, la foresterie et la pêche, ils bénéficient des services écosystémiques et en fournissent aussi. Et que peuvent-ils avoir comme incidence positive comme négative justement sur ces services écosystémiques? Disons, au niveau de la pêche, le constat est criard. Aujourd'hui, nous manquons drastiquement de ressources halieutiques au Togo. Les statistiques sont là pour les confirmer. Ça voudrait dire quoi? Que vous allez dans certains milieux, même les pratiques de pêche et l'utilisation de certains filets à maille réduite détruisent systématiquement certaines espèces, même halieutiques. Et donc, l'approvisionnement pour nous, humains, de ces produits de pêche-là devient de plus en plus difficile. Nous avons des poissons que nous importons qui ne sont pas parfois sains et donc qui provoquent des pathologies. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir revenir à des pratiques saines, il faudrait renforcer l'utilisation de pratiques économiques, de pratiques de pêche saines, mais également renforcer le reboisement de palétuviers pour permettre à ces poissons de se reproduire. Nous avons parlé de l'agriculture. Il y a pas mal d'exemples qu'on peut citer, mais l'essentiel, c'est que chacun prenne conscience aujourd'hui que nous sommes à un tournant de l'humanité où nous devons accentuer, disons, nos pratiques. Nous devons respecter un peu plus l'environnement si nous voulons que demain nos enfants, que nous aimons bien, puissent survivre. Et vous parlez justement des populations essentiellement rurales qui ne vivent que de l'agriculture parfois, comme celle qu'on a vue dans cet élément. Est-ce que le message peut facilement passer? Oui, le message peut passer parce que les preuves, avec l'utilisation des plantes fertilisantes, et ces populations ont de meilleurs rendements. Les milieux que nous avons visités, l'agricultrice que vous avez vu passer dans l'élément, a de meilleurs rendements, une meilleure productivité par rapport à l'utilisation des engrais chimiques. Donc, en termes de rendement économique, c'est un plus. En termes de respect de l'environnement, c'est un plus. Et sociologiquement, ça donne plus de joie. Quand on a plus de revenus à la maison, on peut offrir plus de services à nos enfants. C'est la joie à la maison. Donc, c'est tout bénéf pour ces populations-là. Mais il faudrait les amener ou bien les accompagner pour qu'elles maîtrisent ces pratiques culturelles. Parce qu'il faut dire aussi que ce ne sont pas toutes les populations qui maîtrisent ces pratiques-là. Mais vous allez remarquer que sur toute l'étendue du territoire togolais, vous avez des centres essaimés un peu partout qui font de l'agriculture biologique et qui forment. Donc il faut peut-être renforcer ces centres-là pour qu'ils puissent jouer convenablement leur rôle et que nos populations rurales puissent en bénéficier. Aujourd'hui, notre agriculture semble être à un tournant. On parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat agricole qui veut que ce soit une agriculture mécanique, une agriculture moderne. Est-ce que c'est une bonne chose dans la dynamique du développement durable lorsqu'on sait qu'il faudra détruire de l'environnement aussi? L'agriculture mécanique peut être faite dans le respect de l'environnement. Ça dépend de comment on la pratique. Parce que si vous avez, je ne sais pas, une cinquantaine d'hectares à faire ça, rien ne vous empêche d'avoir tout autour de votre périmètre des plantes fertilisantes.
Donc ça dépend du type d'aménagement que vous faites sur votre sol, sur votre champ et de comment vous la pratiquez. Et également, ça dépend des sources d'énergie que vous utilisez pour la mécanisation de votre agriculture. Donc c'est aller vers plus des pratiques biologiques, des pratiques respectueuses de l'environnement, tout en respectant les impératifs de rendement économique, parce que oui, les agrégats macroéconomiques ont besoin également d'être renseignés, on a besoin de générer assez de revenus pour pouvoir ne serait-ce que rembourser les dettes que nous avons contractées au niveau du Togo. Donc, forcément, il faut une bonne productivité, mais on peut avoir une productivité saine parce qu'on a beaucoup de pays aujourd'hui qui demandent des produits sains. Et donc, le Togo peut s'inscrire dans cette trajectoire-là. C'est une question de choix politique, c'est une question d'orientation au niveau des politiques publiques. Dans ce débat que je vous ai proposé, nous avons pu remarquer cette réserve de biosphère entre le Togo et le Bénin, au sud. Qu'est-ce que c'est une réserve de biosphère? Alors, ça tombe bien parce que, justement, c'est une demande des gouvernements, d'abord togolais et béninois, au niveau de l'UNESCO pour qu'on reconnaisse une partie de leur territoire comme réserve de biosphère. Alors, une réserve de biosphère, c'est un espace géographique où les gouvernants, les populations acceptent d'avoir des pratiques saines d'expérimentation pour l'expérimentation du développement durable et acceptent d'œuvrer pour la conservation de la biodiversité dans ces localités-là et également acceptent de servir de champ d'expérimentation pour la recherche universitaire. Donc aujourd'hui, le Togo a eu ce label pour la partie sud-est du Togo, la partie transfrontalière avec le Bénin, et qui a été reconnue comme réserve de biosphère, donc les préfectures de Yoto, de Bamono, de Laxon, essentiellement, même une partie de la préfecture du Jura est essentiellement concernée par cette réserve-là. Maintenant, une fois qu'on a le label, il faudrait qu'on aille vers des choix économiques qui respectent le développement durable et qu'on puisse mettre réellement en œuvre ces mesures-là, parce que je crois que c'est une bonne opportunité pour notre pays. Et c'est le vœu de Dr Pati Komlan Agué. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, M. Patiba, et également tous les téléspectateurs de Ningon TV. On espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger sur ces enjeux-là qui nous concernent tous. Et ce sera avec plaisir. Dr Pati, Dr Pati Komlan Agué, vous êtes expert en développement durable, enseignant aux universités du Togo, coordonnateur de l'ONG Ecosol PG, coopérative de solidarité Partner Group. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.